numéro de kiosque. Bon début de semaine à vous tous qui aimez, suivez ce magazine kiosque. Alors comme chaque lundi, vous aurez les analyses, commentaires, débats sur l'actualité du jour avec nos deux invités de tous les lundis, Joseph Kongolo et Eric Bisselo. Alors avec eux, nous allons nous atteler sur 4 sujets. D'abord, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui était face aux jeunes de l'Église catholique à l'esplanade du Palais du Peuple à l'occasion de la journée diocésaine de jeunes. Et le prélat catholique a indiqué que toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous nous rassemblons pas ensemble le peuple congolais. Si nous ne rassemblons pas ensemble le peuple congolais autour d'une table pour vider leur sac. Ce sont les propos de l'archevêque de Kinshasa qui était face aux jeunes de l'église catholique, et ces propos seront analysés par nos invités. Il ne s'est pas arrêté là. Fridolin Ambongo, le cardinal, a indiqué que les maux dont souffre Kinshasa aujourd'hui, insalubrité, absence d'infrastructures, embouteillage, monstres, inondations, ont tous leurs racines dans la corruption et les détournements des deniers publics. A-t-il dit vrai? La réponse est avec nos invités. Et puis un autre sujet que nous avons retenu ce matin, c'est le point de presse de porte-parole de FARDC, général Sylvain Ekenge, qui a confirmé l'interpellation des officiers, dit-il, pour les faits hautement répréhensibles. Ils sont assignés à résidence dans des conditions acceptables et ils sont visités par la CNDH. Nous avons parlé également avec nos invités. Sylvain Ekenge, qui lui également a dénoncé les attaques de position de FARDC par les rebelles AFC 1-23 malgré les signatures des accords de Doha et de Washington. Et puis cette nomination le week-end, c'est le conseiller spécial du président de la République en matière de communication, bienvenue Ilambo, a été nommé les week-ends. On dit qu'il a un rang de ministre. Et la grande question ce matin, est-ce qu'il n'y aura pas empiètement, chevauchement entre lui et le ministre de la Communication? La réponse, vous l'aurez avec nos invités. Merci de rester fidèle à votre magazine kiosque. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à Eric Bisselo, bonjour à tous les auditeurs et bien entendu les téléspectateurs aussi de CCTV, l'émission Kiosque. Je voudrais ici saluer aussi et souhaiter surtout bon début de semaine à tous les Congolais, à tous ceux qui nous suivent, ainsi que à nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, dans la fournaise de M23 et AFC 1-23 et AFC. Nous voulons ici partager toutes leurs souffrances et surtout leur dire que, quelle que soit la longueur de la journée, de la nuit, le jour finit par poindre à l'horizon. Nous avons espoir que dans les mois qui viennent, nous pouvons peut-être mettre fin à cette guerre et peut-être être ensemble, se retrouver ensemble à Goma et à l'est de la République. Voilà. Merci Joseph Kongolo. Eric Bisselo, bonjour. Bonjour monsieur Gisèle, bonjour Joseph, bonjour téléspectateurs de Kiosque. Nostalgie quand tu nous tiens. Il est vrai que ça fait quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on est en train de nous vendre le passé auprès des musées nationaux, nous vendre le règne de Mobutu, on est en train de nous vendre comment c'était bien avant. C'est un peu ironique parce que c'était avant, la dictature avant, c'était, nous savons comment les Aïrois ont combattu pour obtenir la liberté. En même temps, ce qui est ironique, c'est le fils du Sphinx, l'ennemi juré de Mobutu, qui nous vend davantage, en tout cas son régime nous vend davantage le régime de Mobutu. Est-ce qu'on veut nous faire oublier les déboires d'un avenir incertain actuellement, les échecs, pour dire, bon, on va revenir dans le totalitarisme, c'était mieux avant quand vous aviez la chicotte, les gardes civils,
plutôt que la liberté d'expression. C'était mieux avant de ne pas avoir des médias démocratiques et libres dans l'opposition plutôt que d'avoir une seule chaîne, comme on dit, l'OZRT. Donc voilà dans quel paradoxe se trouve actuellement l'absence de perspectives en communication, mais également en gestion de ce pays. Le paradoxe du régime, le paradoxe de vouloir nous vendre un régime dictatorial face à un régime que nous avons voulu aujourd'hui démocratique à travers une constitution de la République. Ils veulent nous vendre le passé comme si le passé c'était mieux, alors qu'ils sont incapables, ils nous ont promis l'avenir, mais ils sont incapables de le réaliser. C'est un peu choquant, mais nous sommes habitués face à un régime qui ne respecte aucun principe ni une limite. Nous nous battons pour que l'autre qui arrivera, les autres qui arriveront après, aient un peu plus de dignité et de courage pour relever cette nation et nous amener vers un avenir que nous méritons, que nous rêvions depuis le temps de Lumumba, à travers son courrier à ses enfants. L'avenir, notre avenir, est devant nous, il n'est pas derrière nous. Là, vous parlez de ce qui s'est passé au musée national. C'est pas qu'on est en train de retracer l'histoire. On est en train de nous vendre le passé. On n'est pas en train de retracer l'histoire. C'est différent. Retracer, pour comprendre qu'il y a eu quand même un Mobutu dans ce pays. Quand même, il y a eu aussi un Mzéloan Désiré Kabila, quand même. Il y a quand même un Joseph Kabila. Il y a eu aussi. Et là, c'est pas l'initiative de son père, de son fils. Non, oui, mais ça, si ça restait dans une sphère privée, ça ne nous regarde pas. Mais qu'on ne nous vende pas comme étant. Quand on l'a vendu aux presses de l'émir, on l'a vendu par quel canal? Le canal de l'État qui est actuellement en cours, qui fonctionne, ou bien à travers la nostalgie des enfants des héritiers, un peu Bemba, Kabila, Tshisekedi et l'autre Mobutu, donc les enfants d'un temps passé qui ont déjà, eux trois, ils ont mené ce pays vers le chaos. Et en plus, ils veulent nous faire croire que c'était mieux avant. C'est ça qui est un peu, qui est quand même assez troublant. Personne ne dirait que c'était mieux avant. Avant, c'était avant. Nous avons vu ce que nous avons vécu. C'était bien, c'est pas un moment, c'était pire. Mais personne ne voudra revivre. En tout cas, les victimes ne voudront pas revivre cette période où vous dites le passé. Le passé de la République démocratique du Congo n'est pas né avec l'avènement de Mobutu au pouvoir et son départ. Le passé de la République démocratique. C'est son fils qui a organisé. Alors, dans ce cas-là... Chaque fils d'organiser leur exposition. Non. C'est ça. Là, moi, je ne vous parle pas de fils de Nzanga qui a organisé. Je ne me parle pas, moi, je vous parle du régime qui nous amène vers... Parce que c'est la deuxième fois que le chef d'État, il va là-bas. Là, il amène l'émir de Qatar. C'est-à-dire, c'est une visite officielle. On est arrêté d'en parler comme si c'était un fait privé qui s'est passé dans une chambre. Non, c'est un fait public qu'aujourd'hui, on veut nous marteler, nous assommer avec ça en disant que peut-être le prochain événement, ce sera le trio des enfants de ceux qui ont mené ce pays vers le chaos. Merci Rick Bissel. Joseph, oui, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Je veux dire à Eric que Eric a perdu la tête. L'Égypte a fondé toute une économie sur les reliques du passé. Les pharaons, ce n'étaient pas des démocrates, c'était des rois, des dictateurs. Aujourd'hui, ils font toute une économie d'un pays. C'est le passé, qui n'est pas toujours glorieux. Rappelez-vous, dans la Bible, on a parlé, n'est-ce pas, des fils d'Israël qui étaient en Égypte. C'était pas le beau temps, ça. Voyez? Mais aujourd'hui, ce sont ces pharaons-là qui font l'objet de curiosité du monde entier. Et l'Égypte en a fait, je crois, un tiers de son économie, c'est sur les reliques du passé. De la même manière, les acteurs historiques, ça dépend de ceux qui les portent. Nous avons Haïlé Sélassié qui était un grand dictateur. Si vous arrivez en Éthiopie, vous trouvez un musée lui dédié. Et pourtant, il n'était pas démocrate, voyez-vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'histoire nous aide à rectifier, à orienter le présent. C'est ça l'histoire. C'est ça le rôle de l'histoire. C'est retracer cette histoire et en même temps, ça nous aide, nous appuyer dessus pour orienter le présent. Donc, c'est ça le sens des musées. C'est une inspiration, une source d'inspiration. Et ça a une fonction capitale dans l'évolution des sociétés, en particulier, mais aussi dans l'évolution des individus. Et c'est très important. Je voudrais lui conseiller d'aller aussi voir ce que Mobutu fut pour qu'il évite ce que Mobutu a mal fait et surtout qu'il adopte ce que Mobutu a bien fait. C'est ça le rôle de l'histoire. Donc ce n'est pas mauvais, c'est important. C'est très important cette histoire.
Et je voudrais lui donner encore un dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas politiser l'histoire. L'histoire n'est pas politique. Et très souvent, dans les opinions des gens, on politise l'histoire. On économise l'histoire. Non. L'histoire est innocente. Elle est innocente, l'histoire. Vous voulez politiser, vous avez le droit de le faire, c'est votre devoir, c'est votre droit, mais il ne faut pas politiser l'histoire. Voyez-vous, l'histoire à elle seule, elle est innocente, elle donne des leçons sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Alors quand vous vous amenez avec l'aspect politique, vous avez politisé l'histoire. C'est votre droit. Donc je le conseille d'aller aussi visiter les reliques de Mobutu au musée, c'est important. Puisque c'est mon biscuit, permettez quand même que je clôture le débat, puisque quand vous nous parlez de manière tout à fait honteuse de dire que le passé a tendance à corriger l'avenir, il faut que le passé soit un passé vrai, c'est-à-dire cru, dans sa réalité. Aussi les exactions, aussi les assassinats, aussi les meurtres, aussi ce qui a été mal fait, c'est ça le passé. Ce n'est pas enjoliver. Si, arrêtez, là vous savez très bien comment c'est enjoliver. Enjoliver, c'est politiser l'histoire. C'est politiser l'histoire. Et je suis quand même assez choqué, un politologue, dont aujourd'hui on parle effectivement d'une personnalité qui a marqué politiquement le Zaïre. Oui. Dès son avènement, il est né que grâce politique. Vous dites qu'il ne faut pas politiser. Oui. Mais tout est empreint de politique durant tout son parcours. C'est très important ce que je dis. Non, ce n'est pas important ce que vous dites. Demandez aux historiens, vous en parlez. C'est un fait politique, lui n'est pas politisé. Mais comment corriger l'avenir? C'est différent. Un fait politique et politisé, c'est différent. Je vous entends comparer le règne de Mobutu au règne de Pharaon. Mais je suis choqué. Allez un peu visiter l'histoire davantage, allez en prendre davantage de ces pharaons, de ces pyramides. Et là, vous viendrez un peu plus modeste en nous parlant de deux faits qui n'ont rien à voir. On ne peut pas comparer. Je parle du passé, je n'ai pas comparé Mobutu. C'est pour cela que moi, quand vous parlez de passé, je me parle de Kimpa Vita. Moi, vous me parlez de passé, je parlais de Lumumba. Quand vous me parlez du passé, vous me parlez de notre... Simon Kimbangu. Mais attendez, Joseph Kongolo, un peu de modestie. Vous êtes là tout à flatter dans ce régime en croyant que nous allons être des derniers, des idiots. Arrêtez un peu avec cela. On n'a pas Merci, on arrête aussi avec ce sujet. A également contribué au génocide de beaucoup des Aïwas. Non, arrêtez. Il a assassiné beaucoup de gens qui auraient pu changer le destin de ce pays de manière tout à fait bénéfique. Alors venez pas nous faire la morale de nous parler comme si c'était des temps de pharaons de la République démocratique du Congo, ce qui est totalement faux. L'histoire du Zaïre, l'histoire du peuple Congo, l'histoire de nos royaumes date de bien avant Joseph Mobutu et a bien plus à raconter. Voilà, merci Eric, nous fermons cette parenthèse. Alors, venons-en au sujet retenu. C'est l'homélie de l'archevêque de Kinshasa qui était face aux jeunes. Journée diocésaine de jeunes. Il a vraiment vanté l'initiative du pacte social. Pour lui, cette initiative se veut un projet de réconciliation, d'unité et de paix, car il prend en compte les avis de chaque acteur de cette crise et des forces vives de la République démocratique du Congo, et puis qui dit toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous ne rassemblons pas ensemble le peuple congolais. Joseph Kongolo, a-t-il raison? Merci beaucoup, madame. Je suis content. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire qu'un fait politique est différent de la politisation. C'est très important. Un fait politique est différent de la politisation. Raconter l'histoire est différent d'interroger l'histoire. C'est important. Parce que j'ai senti comme s'il a mis le maïs dans le manioc. On ne sait plus distinguer ce qui se passe. Donc, un fait politique est différent de la politisation qui est une action. Et raconter l'histoire est différent d'interroger l'histoire. Quand on rencontre l'histoire, bon, on retrace les faits dans le temps. Et par contre, quand on interroge l'histoire, on cherche le pourquoi. Et quand on raconte l'histoire, on répond à la question comment. Alors j'ai senti dans son intervention comme si il a mis le pondou là où se trouvent les chèvres. C'est du méli-mélo, ça. Ok, merci. Bien, madame. Je crois que Cardinal Ambongo a réuni les jeunes. L'événement qui a été organisé
ne ressort pas dans la déclaration de M. Ambongo. Pourquoi il a réuni les jeunes? Vous en avez parlé? Pourquoi il a réuni les jeunes? Madame, pourquoi il a réuni les jeunes? Je voudrais vite revenir à ce que mon frère d'en face, c'est ça la politisation. Il réunit les jeunes pour des motifs religieux, et quand il arrive, la seule déclaration qui sort de cette réunion, c'est une déclaration politique. Il fallait pas. C'est ça la politisation. Écoutez, il est libre, mais c'est ça la politisation, la mauvaise politisation. Le mauvais zèle, le zèle amer, c'est ça. Il a réuni les jeunes pour leur dire ça, que dans la ville de Kinshasa, si nous sommes comme ça, c'est pour ça. C'est comme ça qu'il a réuni les jeunes. C'est ça la politisation. Quelque chose qui n'était pas repris sur la carte postale de la manifestation. Et voilà, notre prélat catholique, il va faire une déclaration purement politique. Bon, à ce point, là, il y a une réponse, là, c'est Monseigneur Chollet, hein, par rapport à ce point. Il dit, l'Église et la politique partagent une même mission, servir le peuple, même si leur logique diffère. C'est une réponse qu'il a donnée par rapport à cette préoccupation qui est d'aucuns. Attention, ce n'est pas une mission principale de la politique. Servir le peuple, ce n'est pas la mission principale de la politique. Dans la politique, c'est conquérir le pouvoir, madame, et le gérer. Peut-être servir bien en deuxième temps. Oui. D'accord? Dans un deuxième temps. Mais eux n'ont pas qualité de conquérir le pouvoir. Ils parlent de servir le peuple, c'est-à-dire qu'ils ont... Tout à fait, je veux bien, madame. Tout ce que nous faisons... un point commun, servir tout ce que nous faisons est fondé sur le peuple. D'accord? Eux s'occupent de l'aspect spirituel, amener les gens au ciel. C'est ça. D'accord? Amener les gens au ciel. C'est vrai qu'ils ont une mission, comment on appelle, une mission sociale de l'Église. Oui. C'est là, c'est d'être aux côtés des faibles. D'accord? C'est d'être aux côtés des faibles. Vous comprenez? C'est bien, je suis d'accord avec ce que Chola dit, mais est-ce que l'objet de la manifestation, c'était ça? Quand vous réunissez les jeunes de l'Église catholique à l'occasion d'un événement religieux, est-ce que la déclaration qui est sortie de cette manifestation reflète-t-elle la quintessence de la manifestation? Zéro. C'est pourquoi l'évêque de Mbujimai, Kanda Nzunzumuna, qui fut mon collègue à Lubumbashi, il dit que dans notre église catholique, quand il y a des questions fondamentales, comment considérer la sorcellerie, comment, il y a des questions qui sont restées pendantes dans l'église catholique locale. Des questions qui sont restées pendantes. On n'y a jamais répondu. Et quand le cardinal sort, c'est pour parler de la politique. Parce que le peuple dérange aussi. Madame, c'est pour parler. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'amener le peuple au ciel. D'abord, principal, ça c'est le rôle principal. Les églises donc, toutes les questions, madame, toutes les questions principales de l'église catholique aujourd'hui, qui n'ont pas de réponse. Car Cardinal Mbongo n'a jamais organisé une grande manifestation des intellectuels catholiques pour pouvoir apporter des réponses. Jamais. Mais ce sont des déclarations politiques à gauche, à droite, jusqu'à aller se faire recevoir en culotte par Moïse Katumbi. Madame, il ne faut pas jouer avec le titre de cardinal. Il ne faut pas jouer. Et ici, on a tout banalisé. On dit n'importe quoi, n'importe où. C'est pas correct. Je crois qu'il y a un problème d'éthique. Et ça, c'est un problème criant. L'éthique dans les fonctions que le cardinal est en train de faire, et même l'Église catholique, on a comme l'impression que la tête est distancée de la base. Cette histoire de Cinco et tout ça est devenue une histoire de 4-5 personnes qui s'en occupent, alors que quand vous arrivez à la base, aucun écho. Sinon, ce qu'il a dit, est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on se dit que toute autre initiative est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises. Je reviens à cela, madame. Oui. Monsieur Ambongo a organisé combien de dialogues dans ce pays? Combien de dialogues a organisé dans ce pays? L'Église catholique a organisé combien de dialogues dans ce pays? Quel est le dialogue qui a tenu? Quel est le dialogue qui a apporté des résultats? C'est lequel? Le dialogue Saint-Sylvestre a apporté ce que nous sommes aujourd'hui. Il a apporté quoi? Le dialogue de la Il a apporté la guerre? Tout ça, c'est ça le résultat de tous ces dialogues.
Il a apporté quoi? C'est pas le pouvoir, c'est pas partir de Il n'a ça. rien apporté, madame. C'était un processus. Rien n'est durable. Rien n'est durable. Il a dit dans sa déclaration, rien n'est durable. Tout ce qu'ils ont fait, c'est sur du sable qu'ils ont construit. Pratiquement. Parce que eux-mêmes, vous savez, l'Église catholique a beaucoup d'intellectuels. Ils ne les sollicitent pas. Je connais des intellectuels de l'Église catholique. J'en connais. Ils ne les sollicitent pas. Vous allez, quel est le type d'homme que vous allez apporter à la table des négociations? C'est quel type d'homme? C'est quel type d'homme? Quelle éthique? Nous avons un problème de l'homme. Nous avons un problème de l'homme ici. Et le problème de l'homme, madame, j'insiste, l'Église catholique, l'Église en général a pour mission de formater l'homme. Ils n'ont jamais réussi. Kabila a dit qu'il n'en a pas 15. Et la plupart de ceux qui entouraient Kabila, c'était des gens de l'Église catholique. Dénoncer là, c'est pas fomenter aussi. Je vous dis, pardon? Ceux qui dénoncent la corruption. Non, c'est pas formaté, il dénonce des histoires. C'est vrai, il peut avoir raison dans ce qu'il dit, il peut avoir raison, n'est-ce pas? Il peut avoir raison dans ce qu'il dit, il peut avoir raison dans ce qu'il dit. Mais en réalité, eux ont pour mission de formater l'homme. Ils ont travaillé avec le colonisateur, et ils ont travaillé pour formater un type d'homme. L'Église catholique était partenaire de la colonisation, ça vous le savez. Aujourd'hui, l'Église catholique a eu la culture, ça veut dire toute l'éducation de ce pays. Ils ont formaté quel type d'homme? Alors, au-delà la plupart de ceux qui exercent l'autorité aujourd'hui, ils ont étudié dans les églises catholiques, dans les écoles catholiques. Quel homme ils ont formaté? Ils ont aussi échoué. Ils sont fruits de cette société qui a échoué. Eux aussi ont échoué dans cette société. Eux ne peuvent pas réussir là où tout le monde a échoué parce que c'était leur rôle de formater l'homme qu'il faut. Donc ils ont échoué de fond en comble. Et je le vois voltiger, des gens, tantôt ils sont là, tantôt ils sont là-bas. Eux croient sincèrement que le dialogue ici à Kinshasa, des politiciens que nous connaissons, la plupart sont des collaborateurs de l'ennemi. Lui, Ambongo le sait, et peut-être lui aussi, a eu à courir tous ces gens, tous ces ennemis. Vous croyez que c'est dans ces conditions qu'on va arrêter la guerre? Avec le dialogue national ici? Et Ambongo fait semblant, pourquoi? Il sait pas que ce pays a des racines longues. Je reviens à vous. Alors, Éric Bisset, des histoires. Le cardinal dit qu'il faut attaquer les causes profondes. Quelles sont ces causes profondes? Par exemple, la haine que manifeste mon cher ami en face. C'est une des causes profondes. C'est qu'il laisse de côté la raison pour se consacrer à une passion. Je voudrais l'aider à dire que déjà dans l'Empire romain, depuis Théodose, le titre de cardinali s'était donné aux officiers de la couronne, à des généraux d'armée ou des préfets du prétoire en Asie et en Afrique. C'est-à-dire, ils jouent un rôle en charge de l'Empire. Donc la politique et l'Église catholique, et particulièrement le cardinal, mais ce n'est pas un fait nouveau. Tant en Amérique latine, tant que chez nous d'ailleurs, cardinal Ambongo n'est pas le premier des cardinals à essayer de donner un tant soit peu de la morale aux politiciens. Vous voulez dire que c'est l'Église catholique qui est à l'origine de tous ces hommes pourris, de tous ces incompétents incapables? Non, mais Félix Tshisekedi ne va pas prier chez les catholiques. Non. Et tous ceux qui sont là en train de s'occuper des postes ministériels, des églises des réveils, ce sont des catholiques. Combien de catholiques vous en connaissez, vous, des cardinaux qui occupent des postes au ministère? Soyez sérieux. Arrêtez de vous acharner comme ça, sans raison, sans garder ne serait-ce que même une once de dignité pour votre intelligence. L'Église a un rôle d'éveil, d'enseignement. On ne va vous obliger à rien. Mais aujourd'hui, face à la jeunesse, il leur dit de quoi est fait cette nation. Si vous n'occupez pas la politique va s'occuper de vous. Il a un devoir de dire effectivement ce sont des vérités, il est au moins reconnu. Que ce sont ces hommes-là, depuis la nuit des temps, depuis que le pouvoir est devenu, j'allais dire, moderne au Zaïre, en République démocratique du Congo, quand il s'agissait de se réunir, quand il s'agit de se réunir pour leurs propres intérêts, ils se réunissent, ils se partagent le pouvoir. Et 10 ans, 15 ans plus tard, une répétition. C'est la même chose. C'est la même chose. Ceux qui étaient hier dans les groupes armés sont aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui hier faisaient le désordre ont empêché ce pays d'évoluer, ceux qui sont au pouvoir. Ils sont en train de négocier avec les enfants de ceux qui les ont chassés. Et demain, ils vont négocier, ils vont dire ce partage de pouvoir. Et le peuple est dans tout ça. Lui qui veut donner de la morale dans tout cela, il veut donner... Chaque société a sa mission.
Eric, n'a-t-il pas aussi raison? Parce que quand on prend l'aspect où il a parlé de mots qui rongent la ville de Kinshasa, insalubrité, absence d'infrastructure, il parle des embouteillages, il était face aux jeunes. Il fallait aussi qu'il leur fasse voir la responsabilité des jeunes. Mais balayer, par exemple, leur environnement le plus proche. Vous avez bien compris, il est avec eux, mais il parle pour eux. Donc, sensibiliser aussi à leur responsabilité aussi. Les Quinois et particulièrement les jeunes, vous avez droit à un meilleur avenir. Si l'Église ne parle pas pour les démunis, les maltraités, de ceux qui ne peuvent pas vivre dignement et honorablement, il va parler au nom de qui? Donc, la responsabilité des jeunes. Non! Ils sont même des leaders. Non! Ils peuvent aussi la responsabilité des dirigeants. Seulement. Si vous voulez qu'il parle au nom des gens, il va vous dire, rébelliez-vous. Parce que vous n'êtes des esclaves de personne. Comment ça? C'est ça, si vous voulez qu'il parle aux jeunes. Ils vont chercher le royaume des cieux. Donc faites le bien, chassez les dictateurs, chassez ceux qui vous martyrisent, chassez ceux qui vous empêchent de vivre dignement, de vivre que vous viviez en sécurité. Battez-vous pour cela, ça qu'il devrait leur dire. Mais il ne leur a pas dit ça. Parce que tout homme sérieux dans ce pays a de quoi se révolter en tout temps. Un homme qui a un minimum de bon sens ne peut pas venir dire tout ce que Joseph Kongolo dit. Il ne s'agit pas ici de flatter un camp politique. Essayez d'être un Congolais, essayez d'être un chrétien ou un croyant, essayez d'être un homme avec un grand H, digne. Quand vous voyez, c'est effectivement la manière dont les Congolais vivent. L'émir de Qatar vient d'arriver, on a bâché toute une avenue. On a bâché pour qu'ils ne voient pas dans quelle misère vivent les Congolais, dans l'insalubrité totale. Donc vous préférez que les Congolais qui n'ont rien demandé, qui ne mangent pas des milliards d'argent, 1 milliard de dollars qui vient de dépenser en 2015 la présidence de la République, vous trouvez que c'est normal. Mais vous ne faites pas des avenues, il y a des éboulements, il y a toute la saleté du monde qui sort avec les bouteilles plastiques. Ce n'est pas les Congolais qui vont demander à ces usines de venir s'installer derrière leur maison. Pepsi, ce n'est pas le peuple congolais qui a mangé son argent. Ce sont les dirigeants. Et vous dites à l'Église catholique qui a également un rôle, qui est un État d'ailleurs, le Vatican est un État, et ils ont des rôles ministériels, et vous dites que non, ils ne font pas la politique, mais vous n'avez pas honte. Et ce n'est qu'à partir d'un Moro que vous dites qu'ils ne font pas la politique. Quand à l'Église on disait des régimes de Kabila, vous êtes des médiocres, mais vous avez félicité, vous avez frappé des mains. Et là l'Église était dans son rôle. Et quand on vous fait la leçon parce que vous n'avez pas fait mieux, vous empruntez le même chemin, vous dites non, il n'est pas dans son rôle. Je crois qu'on ne peut plus avancer. Dans la solution, c'est le dialogue entre Congolais. Non, ce qu'il dit est clair, c'est que pendant des lustres, parce que ce n'est pas un dialogue nouveau, pendant les lustres, les hommes politiques ou des hommes militaires, des rebelles, des hommes en armes, quand ils s'asseyent, c'est pour leurs propres intérêts. Et aussi longtemps que nous prenons en compte qu'il y a des intérêts qui dépassent leur, parce que leur vie est limitée, ben, le pays n'avancera pas, on tournera en rond. Et effectivement, quels sont ces intérêts? C'est ce que je vous ai posé comme question, ces causes profondes là. Parce que ça semble, il semble vraiment rester là-dessus. Hein. C'est quoi ces causes profondes? Si vous aviez tant soit peu suivi le plan de paix, le CC-Lansenko, vous comprenez très ces causes profondes. Pourtant, le CC-Lansenko n'ont fait que ça. On fait un travail d'information, de renseignement, de pédagogie pour permettre à chacun de s'approprier ce plan. La question de la République démocratique du Congo n'est pas qu'un problème de minerais, ce n'est pas qu'un problème de frontières avec le Rwanda, ce n'est pas un problème de quelques hommes, c'est un problème qui doit tous nous concerner parce que nous sommes tous mêlés dedans. Quand il y a l'impact, et l'impact ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais l'Afrique centrale. Et ces problèmes-là sont détaillés, sont étalés, et pour que nous puissions réfléchir sur les causes profondes à l'avenir. Les textes, la Constitution fait partie de ces problèmes. On a l'impression que les hommes qui dirigent ici viennent de découvrir ce que c'est une Constitution de la République, et ça les dérange en fait quelque part. Quand ça les arrange, ils s'évoquent les contenus de la Constitution. Quand c'est les papas, ils disent non, non, on nous a montré par Joseph Kabila qu'on ne peut pas violer la Constitution, on va rester X temps. Non mais ce sont des gens malhonnêtes. Malhonnêtes jusqu'à moi le sais. S'ils sont malhonnêtes, ce n'est pas à cause de l'Église catholique, c'est à cause de leur éducation. S'ils sont malhonnêtes jusqu'à moi le sais, ce n'est pas à cause de l'Église catholique, mais c'est à cause de leur vie au quotidien. Ça n'a rien à voir. L'Église, ça n'oblige personne à y aller. Mais par contre, on donne aux parents l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école.
Et là, c'est le rôle de la société, c'est le rôle du gouvernement de donner de la matière à sa population, de les former, de les éduquer. On peut ne pas être croyant, mais être bien éduqué, avoir du bon sens. Donc, laisser l'Église catholique du côté. Si aujourd'hui notre société faillit en permanence, ça n'a rien à voir avec l'Église, bien au contraire. Si nous l'écoutions, si les dirigeants l'écoutaient, on ne serait pas là où on est. Mais dialogue, il y en a eu. Qu'est-ce qu'il y aura de spécifique Je vous ai répété, les dialogues que nous avons, ce sont les dialogues de ceux qui gagnent la guerre et de ceux qui perdent la guerre, ou bien de quelques individus qui veulent trouver un compromis politique pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, le dialogue ne se pose plus sur les intérêts parce que nous avons vu à plusieurs reprises qu'à chaque fois ces hommes politiques et ces hommes en armes prennent le dialogue, ça amène inéluctablement vers une crise dans une décennie, 2 décennies. Aujourd'hui, la religion catholique qui est une institution par entière, l'Église dit non, je dois apporter ma pierre à l'édifice à cette nation qui n'arrive pas à trouver des solutions assez bonnes. Ça va se passer comment? J'imagine un peu la scène. Mais c'est-à-dire, il y aura un dialogue autour de Moïse Katumbi, des Fayoulou. Après, il n'y aura pas partage de gâteaux, chacun pour son chemin. Partage de gâteaux. Mais ça finit toujours par un partage de gâteaux. Mais c'est ça le problème. Cette fois-ci, chacun va partir son gâteau. Alors pourquoi ne pas adopter des textes contraignants pour chacun, pour la République, pour l'Afrique, pour l'Afrique centrale? Pourquoi ne pas parler des textes et des institutions au lieu de parler des hommes? Vous croyez que ces hommes-là ils ont une éternité? Beaucoup ne tiennent même plus d'une décennie ici. On va parler d'eux du passé. Beaucoup d'entre eux. Alors vous voulez qu'on confie l'avenir de notre jeunesse à ces hommes-là, qui ont lamentablement échoué de manière globale, hein? Ils ont lamentablement échoué. Alors, soyons quand même un peu lucides. Et il faut aimer le peuple congolais dans ses erreurs, dans ses turpitudes. Mais montrer que vous êtes compatriotes, non pas parce que vous soutenez un régime, soutenez ce peuple qui souffre, soutenez ce peuple qui n'arrive pas à trouver sa voie, et éclairer tant soit peu les dirigeants qui ont failli, incompétents, incapables, on peut quand même leur montrer, ne serait-ce qu'une lumière pour dire qu'il y a un espoir au-delà. Non, voilà. c'est comme ça. Merci. Alors, Joseph Kongolo, je suivis Monseigneur Chollet sur TV5 qui dit un cadre bilatéral réduit à un face-à-face gouvernement M23 enverrait un signal négatif. Ça risque de légitimer ça risque de légitimer ce mouvement, hein, c'est M23. Et puis autre point soulevé, c'est dire que la paix, ça c'est le cardinal Ambongo, hein, qui a dit que la paix ne se négocie pas comme une concession minière. Bien. C'est-à-dire là, il fait allusion aux négociations pour parler de Washington, de Wa. D'abord, il y a beaucoup d'amalgame dans ce que mon ami a dit. Vous avez posé une question précise. Quelles sont les causes profondes? Il ne vous a pas répondu. Je ne sais pas si vous avez eu la réponse. Il ne vous a pas répondu. Quand vous posez la question à Chollet, les causes profondes, c'est quoi? Il ne répond pas non plus parce que ce n'est pas la première fois qu'on lui pose la question. Ambongo parle des causes profondes. C'est quoi les causes profondes? Parce que c'est lui, la première personne à parler des causes profondes, c'est l'M23. C'est l'M23 qui est la première personne à parler des causes profondes. C'est quoi les causes profondes? Ils n'ont jamais clarifié cela. Non, mais vous avez posé la question et vous avez répondu? Est-ce que vous avez répondu? Même Ambongo, si vous lui posez la question, la cause profonde, c'est quoi? Il ne vous donne pas de réponse. J'ai suivi Chollet sur Top Congo. On lui a posé la question sur les causes profondes. Il a contourné la question. C'est quoi les causes profondes? Ils sont malhonnêtes. Ce sont des gens malhonnêtes. Madame, les causes profondes de notre guerre est connue de tout le monde. Même mon ami Bisselo ici connaît les causes profondes de cette guerre. Ce sont les minéraux. Ça n'a jamais été une contestation de la gouvernance. C'est faux. C'est faux. Personne n'a contesté la gouvernance en République démocratique du Congo. Ce sont les minéraux. Et ce n'est pas le Rwanda. Si c'était le Rwanda, cette guerre n'aurait pas lieu, n'aurait pas fait longtemps. Ce sont les multinationales qui sont d'origine anglo-saxonne. Alors pourquoi on négocie? Mais pourquoi il n'en parle pas quand il parle des causes profondes? C'est quoi? Et Félix a eu la méthodologie la meilleure pour l'instant. Ça veut dire qu'il est allé d'abord vers les parrains de la guerre. Il a rencontré combien de fois Bill Gates? Combien de fois il a rencontré? Tous ces milliardaires américains qui sont impliqués dans cette histoire, il les a rencontrés combien de fois? C'est ça les causes profondes. Qui ne trompent pas l'opinion. Mais il dit que toutes ces démarches sont vouées à l'échec. Madame, ça c'est lui. Je sais que la réussite, n'est-ce pas? Tout le monde veut être dedans. Tout le monde veut être du côté de ceux qui ont enrayé la guerre. Tout simplement.
Et tout le monde veut entrer dans le processus, par tous les moyens. Et les clergés veulent entrer dans le processus pour que demain ils disent, nous aussi nous avons pris part, n'est-ce pas, aux efforts pour la fin de la guerre. Toute cette opposition, les Kabila et les autres, ils veulent être acteurs de la fin de la guerre en République démocratique du Congo. Vous voyez-vous? C'est ça le combat politique à l'interne. C'est de chercher d'être partie prenante dans le processus de fin de guerre. C'est ça la cause profonde de cette guerre. Les causes profondes dans cette guerre, elles sont connues. La première chose, ce sont les minerais stratégiques que les multinationales et les puissances ont eu à exploiter frauduleusement à travers le Rwanda. Alors, et le président de la République commence par là. Il commence par... Même la France n'allait pas terminer cette guerre. Il est allé aux États-Unis faire ce qu'il faut faire au prix de la guerre. Mais les catholiques critiquent... De manière à ce que... Non, mais les catholiques, ils font semblant. Ils critiquent le dialogue, 23 gouvernements, disant que ça sera... Oh, mais alors, finalement... Une façon de montrer qu'on peut accéder au pouvoir par la voie de armes. Ils se contredisent, madame. Parce que les mêmes catholiques, en pleine guerre, ils sont allés au Rwanda. Ils sont allés à Goma. Ils sont allés faire quoi? Demander le dialogue. Je ne sais pas. Ils disent quoi? Ils nous racontent quoi? Ils se contredisent. Si c'est cela, ils se contredisent. Ils sont allés au Rwanda faire quoi? À Goma, ils sont allés faire quoi? Se demander quoi? Le dialogue. Voyez-vous? Ils sont allés demander le dialogue. En plus, j'entends dire que la paix ne se négocie pas en termes de carré minier, ainsi de suite et tout ça. Mais, madame, Ambongo rêve. Ces gens-là sont en train de rêver. La guerre est vieille de 30 ans. Est-ce que lui, il a déjà présenté un schéma, n'est-ce pas? Un schéma de fin de guerre en Bongo depuis 30 ans. Depuis que lui a pris les rênes à la tête de l'église catholique, il a déjà présenté un schéma de fin de guerre. Il a déjà présenté ça? Est-ce qu'il a déjà présenté ça? Un plan de sortie de crise, il a déjà présenté ça? Madame, il ne faut pas croire à toutes ces choses. Je voudrais vous dire ceci. Que M. Kabila, quand il prend le pouvoir, après les élections, il est allé voir les Chinois. Il a donné gratuitement les carrés miniers. Presque gratuitement. Est-ce que vous savez ça? Les contrats léonins, vous savez, on a fait plusieurs enquêtes. Il a donné des carrés miniers presque gratuitement. Un carré minier à 150 millions de dollars, et quand vous prenez ce carré minier, vous allez sur le marché international, vous le vendez à plus d'1 milliard. C'est ce que Kabila a fait. Et il a donné aux Chinois. Qu'est-ce que les Chinois nous ont apporté dans le premier contrat de Kabila? Sur 3 milliards, ils n'ont réalisé que 822 millions de dollars. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Et quand Mbongo, pourquoi il ne dénonce pas toutes ces choses? Pourquoi? Simplement parce que, de ce temps-là, pendant ce temps-là, Kabila leur a donné plus de 600 millions de dollars venant, n'est-ce pas, du pétrole de Mwanda. Est-ce que vous savez ça? Le président de la République a fait 2 tours à Rome pour demander si l'église catholique avait des actions dans les entreprises pétrolières à l'Est, donc dans le Congo central. Et quand on a retiré cet argent, malheureusement, c'était au moment où Ambongo est arrivé. Madame, nous connaissons les causes profondes. Quand on parle des causes profondes, ça nous étonne qu'ils ne disent pas la vérité aux gens. La guerre de l'Est est connue de tous, que ce sont les minéraux stratégiques. C'est connu de tous. Et que ce sont les mêmes Américains, avec leurs multinationales, n'est-ce pas, qui exploitent le truc à l'Est. Ils ne veulent pas en parler, cause profonde. Vous croyez qu'en faisant le dialogue comme ils le croient là, la guerre va prendre fin? Mais est-ce que quand ils disent que toutes ces démarches, de dialogue, M23, c'est voir l'échec, n'a-t-il pas aussi raison? Les catholiques n'ont-ils pas aussi raison? Parce qu'on a suivi le porte-parole du FARDC, le général Sylvain Ekenge, oui, qui a dénoncé les attaques des positions des FARDC par la M23, malgré tous les processus de roi Washington. C'est-à-dire que ça ne tient pas à reconnaître le porte-parole. Attention. Un processus de négociation de fin de guerre est un processus très fragile, partout au monde. C'est pas moi, c'est le porte-parole. C'est ce que je dis, c'est un processus très fragile. C'est-à-dire qu'on ira toujours à petits pas avec des violations de cessez-le-feu, violations de ceci, de cela, jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin de la guerre. Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le processus avance. Le niveau que nous avons atteint n'avait jamais atteint auparavant. Aujourd'hui, on a impliqué
les grandes puissances dans le monde pour la cause de la guerre de l'Est. Les États-Unis sont dedans, l'Union européenne est dedans, tout le monde est dedans. Fort malheureusement, madame, voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est que les mêmes gens que nous avons impliqués dans le processus, ce sont les mêmes profiteurs de ces minéraux qu'ils achètent en contrebande. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aussi facile que les mêmes gens lâchent du coup. Non. Non. C'est pourquoi le processus est fragile. Ce sont les mêmes gens. L'Union européenne, celle qui commercialise. Vous avez les multinationales. Tout ce monde, les gens que nous avons invités dans le processus, ce sont ceux-là qui sont capables de mettre fin à cette guerre. Mais en même temps aussi, malheureusement, c'était eux les bénéficiaires. C'est pourquoi on ne traînait pas. C'est pourquoi on ne traînait pas. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé à l'Iran. Mais les États-Unis ont libéré facilement des avions, les F-50, F-12, je ne sais pas. Ils sont allés bombarder pour arrêter une guerre. Comprenez? Pourquoi les Américains ne peuvent pas aujourd'hui libérer les F-15 pour venir bombarder au Rwanda et mettre fin à la guerre? Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils craignent l'interruption de fourniture des mêmes produits stratégiques. C'est comme ça qu'ils vont à petit pas, ainsi de suite et tout ça. Madame, nous sommes dans une situation de fragilité extrême. Alors, au lieu que les Congolais, les Bissé, mon ami Eric ici, soutiennent les efforts en cours, non, ils préfèrent crier sur le toit, et voilà, le processus est ici, de type de Ambongo ici. Il manque aussi... Merci Joseph Kongolo. Il manque aussi des civils. Eric Bisselo, les Émirats arabes unis, pour eux, l'accord cadre Kinshasa 23 constitue une étape déterminante dans la réalisation de la réconciliation nationale. Ils sont confiants. Hein? Joseph Kongolo devrait mettre moins de haine dans son analyse et écouter, parce que la haine parfois vous rend sourd. Quand vous m'avez posé la question sur la cause profonde, je vous ai dit ça ne peut être seulement les minerais. Ah, vous n'avez pas dit ça. Entre jeux. Vous n'avez pas dit ça. Pour lui, il fallait écouter Joseph Kongolo, de vous enfermer dans votre colère. Je suis très attentif. Mais laissez-moi parler tranquillement, mon cher. Oui, allez-y. Au lieu de venir nous dire ici la cause profonde du malheur du peuple congolais, c'est les minerais. Alors vous dites effectivement... De la guerre. J'insiste, la guerre. Il n'est pas ici question juste de la guerre. Il faut m'écouter. Moi, je parle de la guerre. Juste ici de la guerre. Moi, j'ai parlé de la guerre. Il n'est pas juste question ici de la guerre. Alors c'est vous qui devrez entrer dans le débat. Vous êtes en dehors du débat. Oh. Ici, on parle du peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas né avec une guerre. Il parle de M23. Non, mon cher ami, il faut écouter. Je suis dans la question de madame. Je suis dans la question de madame. Bongo et compagnie, quand même, ce sont des hommes suffisamment plus intelligents que toi et moi pour savoir de quoi ils parlent. Il en retourne. Ah bon? Je veux vous aider quand même. Ah bon? Si vous dites que seuls les minerais sont des causes profondes, alors c'est-à-dire 37 ans de l'UDPS de combat, c'était du baratinage. Nous parlons de cette... Non, mon cher ami, cause profonde du problème de la République démocratique du Congo. On a des causes profondes. On vous aide. Nous, on vous dit qu'ici, il y a une instabilité, une mauvaise gouvernance qui fait que le peuple congolais ne voit pas, ne s'épanouit pas, ne vit pas dignement, meurt comme des animaux, comme des chiens. Et que par être désolé, ce peuple-là se transforme aujourd'hui en milice par certains endroits. Ce peuple-là prend des armes dans certains autres endroits pour des questions de terre, parce que le terre n'existe pas. Et vous nous parlez ici de minerais. Est-ce que vous et moi, nous traitons de minerais? Vous parlez de ce que vous ne savez pas, vous ne répondez pas à la question. C'est l'impression que j'ai. Gardez votre impression. Alors ne parlez pas de moi. Gardez votre impression. Si vous voulez me reprendre avec moi, je vous corrige, je vous remets dans le droit chemin. On parle ici de la République démocratique du Congo, de toutes ces causes. Et toutes ces causes-là, je vous ai dit, le plan de paix de l'ECC5 détient les solutions par rapport à l'ensemble de ces causes. La mauvaise gouvernance, c'est ça qui a amené les Nanga et compagnie à prendre des armes. Quand vous prenez les mauvaises causes, le non-respect des textes et lois, c'est ça qui a amené que certains prennent des armes. Qui, par exemple? Je vous ai donné un nom. Vous connaissez? Oui, Nanga, par exemple. Non, Nanga, il est allé donner la couleur nationale. Vous connaissez toujours tout sur tout. C'est ça les problèmes avec l'idéologie de l'EDPS. C'est le carré minier. Vous savez toujours tout sur tout, même sur ce c'est le carré minier, et même de ses frustrations ou bien de son positionnement. C'est le carré minier, vous savez tout, mais vous ne savez pas donner des réponses pour qu'il arrête d'être votre ennemi. C'est le carré minier. Vous ne savez pas donner des réponses. C'est ça le paradoxe. Et l'émir ici vient défendre ses intérêts.
Nanga fait le rôle de Kabila. Mais non, ici, vous croyez pas ce qu'il dit? Il vient défendre ses intérêts. Effectivement, il est ici question de pourparler entre l'AFC M23 et le gouvernement Kinshasa et le peuple de tout cela. Il y a la question qui se pose des échecs du régime de Kinshasa face à la sécurité des Congolais, à la démocratie, au dialogue, à la justice, au social. Et il y a de l'autre côté, effectivement, nos amis qui ont pris les armes, qui également vont imposer leur propre marque. Mais le peuple ne peut pas être une espèce de ballon. Quel est ton ami qui a pris les armes là-bas? Vous pouvez le citer? Joseph Kongolo, tolérance, s'il vous plaît. Ou bien sur la 23. La tolérance, comment c'est que ça peut être donné? Vous avez des amis là-bas? Je ne connaissais pas. Vous avez des amis là-bas? Joseph Kongolo, vous avez répliqué. Ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes, que tu le veuilles ou non. Il ne faut pas te comporter comme les gens de 12e rue qui donnent des nationalités. Tu es quand même beaucoup plus intelligent. Non, je ne parle pas de nationalité. Moi, je te parle ici de nos compatriotes qui sont en République démocratique du Congo, qui détiennent une grande partie du territoire national sous leur contrôle. Et donc, vous êtes incapable de le récupérer. Une grande partie du territoire national. Une grande partie. Joseph Kongolo, vous aurez votre temps. C'est une petite partie pour vous. Quand on prend des territoires aussi vastes que le territoire Rwanda, vous appelez ça des miettes. C'est pour ça que vous ne vous occupez pas. Ce sont des animaux qui vivent là-bas, vous n'avez pas à vous préoccuper de leur sort. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Donc, avec les Émirats, selon vous, c'est leur intérêt qui prime. Les Émirats, avant de venir ici, ils ont passé 2 jours au Rwanda. Ils ont dormi au Rwanda. Ils sont partis voir les vaches au Rwanda. Il est chez eux, il est chez lui au Rwanda. Il a des investissements au Rwanda. Ici, il est venu faire que 6 heures. On a essayé de maquiller ça comme si c'est nos amis. Ce ne sont pas des amis. Moi, je vous donne l'accord de jointe aventure. On en est où les 3T? Vous avez signé un accord des 3T avec les Émirats. On en est où? Faites-nous un peu un bilan. Donnez-nous, puisque c'est la question des minerais. Alors montrez-nous, vous êtes exemplaires. Ces minerais, vous les gérez comment? Vous, là, la famille présidentielle, combien devient-elle propriétaire des mines? Donnez-nous. Puisque vous dites que les problèmes, c'est les autres, les minerais. Et vous, alors, l'exemple, montrez-nous l'exemple. Ils ont leurs propres intérêts. Les Émirats approchent son propre agenda. C'est ça la République démocratique du Congo. Quand on est gouverné par des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils pensent que le monde tout tourne à leur propre agenda. C'est qu'il faut. Le Rwanda a son agenda. Les Émirats ont son agenda. Et nous, on fait quoi? On regarde l'agenda du Rwanda, on regarde l'agenda des Émirats. On n'a rien à proposer. Chaque État, c'est ça. Mais si on a quelque chose à proposer, on a le passé. On a le passé à proposer. On a Mobutu à proposer. Aidez-nous à faire revenir la dictature de Mobutu. C'est ça qu'ils sont venus demander les Émirats. Mais en conclusion, c'est quoi? C'est l'amalgame. Oui, il y a eu, parce que quand notre ami la dernière fois ici, on a eu un débat sur l'accord signé entre le M23, FC M23 et Kinshasa, il a dit, oui, mais déjà cet accord a signifié que les libérations des prisonniers tombent à l'eau. Non, non, non. Ça fait partie des 2 accords, des principes déjà signés que Kinshasa doit exécuter. Pour vous dire qu'il y en a 8 dans la totalité. Et que dans ces 8-là, nous partons sur un démembrement de notre République, au moins jusqu'aux prochaines législatives, 6 législatives en lieu. Parce que les 2 accords, cet accord, parle d'organisation de la cité de la République jusqu'à ce que nous ayons des nouveaux dirigeants. C'est ça que ça veut dire. Et donc, de fait, vous avez accepté une balkanisation, une dualité dans la gestion de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ne vont pas déposer les armes pour vous laisser venir gérer chez eux. Moi, j'ai suivi Nanga qui disait que l'armée qu'ils étaient en train de mettre en place, c'est ça, l'armée du demain. Et vous croyez que c'est... Et voilà, tu acceptes parce qu'on en a parlé. Et toi, tu dis quoi? Quel est ton point de vue alors? Pourquoi je vais donner mon... Ah mais pourquoi tu dis? C'est vous. C'est de l'évangile ça? C'est de l'évangile ça? C'est vous qui êtes en train de vous battre. C'est son souhait à lui. C'est son souhait à lui. Je ne sais pas si... Comment tu peux dire que Nanga a dit? Je ne sais pas avant de parler si j'avais précisé ce que Nanga avait dit. Parce que c'est... Et ça devient l'évangile. Vous ne le signez pas avec Éric Bisselo, hein? Même pas avec Nanga. Non, mais attendez. Même pas avec Nanga. Mais non, si vous le signez avec Nanga. Vous le signez avec Nanga. Merci Éric. Nanga n'est porte-parole de ce mouvement. Oh, écoutez bien ces gens-là qui ne voient que le bout de leur nez. Quand ils n'écoutent pas ce que l'adversaire dit, il a dit qu'eux, ils vont partir du pouvoir. Il leur a dit que l'armée qui ne se peut pas ainsi mettre l'armée de demain. Vous croyez que ces gens-là sont en train de s'installer? Ils ont pris ce territoire parce qu'eux, ils leur ont possédé l'administration et la gestion de ces territoires. C'est dans Éric Bisselo. Vous croyez qu'ils vont le faire? Et puis, du jour au lendemain, ils vont déposer les armes pour que... Mon frère, vous êtes juriste. Sinon Éric Bisselo. Si les juristes... ma formation de police, je réalise qu'ils font du spectacle. Non, juristes... Je réalise qu'ils font du spectacle. Le RCD avait un espace. Je suis politologue
RCD, c'est mon temps de parole. Non, mais je dis juste d'accord, madame. Vous n'arrivez pas à gagner tout le temps, vous voulez donner des leçons. Merci. Alors, vous voulez dire quoi? On va passer à autre chose. Je voudrais lui dire ceci, que le RCD avait un territoire plus vaste. Et ils ont fait plus de temps que le 1-23. Et ce territoire qui n'est jamais revenu au RCD, qui avait ses gouverneurs, qui avait toute une structure. Qui avait gagné cette victoire? Je veux pas du RCD Goma. Oui, mais qui avait gagné cette victoire? Maintenant, c'est important de savoir qui avait fait. Attention, c'est pas ça l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est les armes. Quelles sont les armes? Je voudrais te dire que c'est du théâtre, ce qu'il fait. Ils finiront par disparaître et la République reviendra sur... Il ne faut pas maquiller l'histoire. Je ne maquille pas l'histoire. Je te dis, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. Laisse-moi terminer. Je dis ceci. Nullement. Je voudrais te dire ceci. Le RCD a fait longtemps. qu'il parle. L'histoire est l'histoire. Le RCD a fait longtemps à l'Est. Ils ont pris le territoire jusque dans la province du Kasaï. Voyez-vous? Ils ont étendu l'espace, plus que c'est que l'1-23 aujourd'hui. Ils ont fait plus de temps aussi. Ils ont organisé aussi sur place. Mais au finish, ils n'ont plus existé. Merci. Parce qu'ils sont face à un État. Non. Bravo. Ils n'avaient pas le système politique. Merci. Non, c'est un État. Ils n'avaient pas une organisation. Et on finira par défendre l'État. Ils n'avaient pas une administration qui se met en place. Très bien. Ils n'avaient pas une juridiction judiciaire qui se met en place. Non. Vous êtes totalement dans le fond. Alors, Eric, on passe à autre chose. Par rapport à l'interpellation des officiers. C'est moi qui ai la parole, madame. Oh. C'est lui qui avait la parole. Non, mais c'est lui qui avait la parole. Je viens vers vous. Alors, par rapport à l'interpellation des officiers, vous êtes quand même apaisé au sujet par rapport à la réponse du porte-parole du FARDC. Parce que vous considérez que dans une république qui se veut un état de droit, on peut arrêter du jour au lendemain une pléthore d'officiers pour dire on va les garder en attendant de voir s'ils sont clairs. Vos officiers. Et vous dites que tout va bien parce qu'ils sont en résidence surveillée. Mais vous avez un peu et que la CNDH les a visités. Oui, mais on s'en fout de la CNDH. Quelle image vous envoyez? C'est quoi cette armée où du jour au lendemain vous ne faites qu'arrêter vos officiers supérieurs? Il y a des moyens de mettre en marge des officiers qui ne remplissent pas leur des faits hautement répréhensibles. Oui, mais aucun. Il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire que par des soupçons, c'est pour des soupçons qu'ils ont été appréhendés. Et après, on est en train de vérifier ces soupçons. Il n'y a pas d'effet, il y a des soupçons. Merci. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont? Parce qu'ils sont mal à l'aise. Pourquoi ils sont mal à l'aise? Parce qu'ils savent... Joseph Kongolo, à cette question, oui. Eric me déçoit toujours, là où il doit montrer les muscles en tant que juriste. Non, moi je vous laisse le Il me déçoit toujours, parce que quand il dit soupçon, on ne peut pas arrêter quelqu'un, c'est étonnant, madame. C'est étonnant. Je crois que c'est la justice qui finira par justifier si effectivement ce sont des soupçons ou ce sont des présomptions qui peuvent amener à la vérité. Je crois que c'est logique et normal. À moins que l'on dise le contraire, mais je sais que très souvent, on soupçonne quelqu'un d'avoir fait quelque chose, on le soumet à un interrogatoire pour connaître la vérité. Et lui dit que non, ce sont de simples soupçons. Mais on en est là. Tout commence par le soupçon. Donc, madame, je crois qu'il faut aller un peu plus loin. J'ai comme l'impression qu'on traite les histoires très superficiellement. Est-ce que nous avions l'armée? À proprement parler, je ne suis pas en train de me moquer de notre armée. Non, je ne me moque pas de l'armée. Regardez ce qui s'est passé en 98. En 97, quand Kabila arrive, il commence à tuer notre ancienne armée par la faim. Il a envoyé les militaires dans des camps, et là, pas de nourriture, pas de quoi, et beaucoup en sont morts. Ils ont remplacé cette armée-là par l'armée des Kadogo, des gens qu'on a ramassés dans la rue pour la plupart, et qui se sont amenés ici, qui ont remplacé une armée professionnelle. Une armée professionnelle qui n'a manqué que de morale. Le moral. Je n'aime pas la morale, mais le moral. C'est cette armée n'a manqué que le moral, tout simplement pendant cette guerre de AFDL. Et on a remplacé toute une armée par des jeunes gens qu'on a ramassés dans la rue, dans les villages, par-ci, par-là. Voyez-vous? Maintenant, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont formé l'armée? Vous avez vu quel jour on a recruté les jeunes gens pour les soumettre à une formation? Ça n'avait jamais été fait. Vous comprenez? Et il s'est fait que ceux qui sont venus, ils sont venus dans une mission. La plupart des Rwandais, les chefs militaires qui étaient là en ce temps-là, c'était des chefs militaires rwandais qui avaient une mission.
c'est d'abord de détruire notre armée et d'essayer d'occuper le terrain sur le plan sécuritaire, ainsi de suite. C'est des choses connues, à moins qu'on soit nouveau, ou on soit, je ne sais pas, mexicain ou brésilien. C'est des choses connues par les Congolais. Maintenant, ils ont détruit cette armée. Quand le géniteur de cette armée-là leur a demandé d'accomplir une mission, mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont trahi la République, et vous le savez, c'est l'histoire qui est sur les bouches de tout le monde. Ils ont trahi l'armée. Et quand on commence à les arrêter un à cause de cette trahison, non, les gens crient, oh, ceci, mais ça peut toute l'armée. S'il faut arrêter tous les généraux parce que on les traite de... comment on dit, on les soupçonne de traîtres, eh bien, il faut d'abord les arrêter, les interroger. Et l'armée va rester avec quoi Madame, je ne dis pas, ce sont des chefs. Ce sont généralement des chefs de l'armée qui vendent la mèche. Vous savez comment Goma est tombé, vous savez comment Bukavu est tombé. Alors, quand on arrête ces gens, on veut le soumettre à l'interrogatoire. Non, on a exagéré, on a fait ceci. On n'a pas exagéré. Merci, dans d'autres armées, dans d'autres anciennes armées, même dans d'autres armées, la trahison n'est pas supportée au sein de l'armée. Nous terminons avec ça m'étonne que les gens s'étonnent surtout, même si c'est qui est normal. Cette nomination, conseiller spécial du président de la République en matière de communication. Il est doté du rang de ministre, il dispose d'une équipe composée de 5 assistants, 7 chargés d'études, un chargé de mission, un secrétaire particulier, 2 gardes du corps, un secrétaire administratif, 2 opérateurs de saisie, 2 chargés de courrier, le porte-parole du président, son adjoint, ainsi que l'ensemble des services de communication à la présidence sont placés sous sa supervision. Cette nomination, ça va changer l'image de la présidence, hein, parce que ça montre qu'il y avait une haine, ça ne va pas dans la communication, il faut le faire. Est-ce que c'est juste une question d'image? Est-ce que quand la présidence épuise nos crédits, 1 milliard de dépenses, sans contrôle, sans résultat, on dit que c'est juste une question d'image? Est-ce que quand on n'arrive pas à gérer ce pays et qu'on n'arrive pas à gagner les guerres, c'est une question d'image? Est-ce que quand on n'arrive pas à nourrir sa population, à les sécuriser, c'est une question d'image? Quand on ne fait pas respecter la démocratie et être tolérant, comme Joseph Kongolais demande à moins en moins, est-ce que c'est ça? C'est une question d'image. Ce n'est pas juste une question d'image, il y a des causes profondes à cela. Et eux, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est que les causes profondes... Ça ne suit pas, toutes ces causes profondes. Ça fait partie de ces causes profondes. Ça fait partie de ces causes profondes dont on a passé pendant le temps de la dictature de Mobutu, qui a fait que nous n'arrivions pas à décoller. Ça fait partie de ces causes profondes. Où on est désorienté à croire que c'est les autres les ennemis. Maintenant, trouvez des solutions. Respectez ce peuple. Quand vous vous engagez avec une enveloppe gouvernementale, respectez le budget. Mais ils ne respectent strictement rien. Ce n'est pas une question de communication. C'est une question juste, on est en face de nous, des gens de mauvaise foi, des antipatries à la limite, qui ne respectent rien et qui n'ont aucune perspective à donner aux Congolais. Il faut être sévère à leur endroit. Il faut les traiter sévèrement parce qu'ils bouffent. C'est des millions qui se mettent dans l'année, ils se mettent dans les poches. Des millions de dollars. Alors qu'ils arrivent, quand il s'agit ici des professeurs, pour les augmenter de 200 000 vers 250 000, ou bien de leur donner une dignité, ils se sont les premiers à dire qu'il n'y a pas d'argent. Il ne s'agit pas de question d'image. La présidence de la République a tout concentré, même la gestion de la ville de Kinshasa. Si vous ne trouvez pas de solution, je vais trouver des solutions. Donc, la présidence nous rend compte. S'ils sont incapables de nous rendre compte, ils ont au moins la dignité de la hauteur de démissionner. Bien sûr, je sais que ce sont des principes qui les échappent, qui les passent là, la démocratie, la démission, la liberté, tout ça. Mais quand même, il y a quand même un dictionnaire aujourd'hui. Ils peuvent aussi prendre et voir ce qu'il en est. Merci Eric Bissou. Joseph Kongolais. Et la grande question, c'est aussi, est-ce qu'il n'y aura pas chevauchement, parce qu'on dit qu'il a rang d'un ministre, chevauchement avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya? Non, madame, il n'y a aucun chevauchement. Absolument pas. Ici, c'est le chargé de la communication de la présidence de la République. Pas le chargé de communication du gouvernement. Non, de la présidence de la République. Ce sont 2 institutions différentes. D'accord? Tout le compte-rendu du gouvernement, ça ne concerne pas le chargé de la communication du président de la République. C'est le ministre chargé de la communication. Mais la présidence de la République, en tant qu'institution, a aussi un service de communication. Rang d'un ministre, il a rang. Absolument, madame. Que ça ne vous étonne pas. Et ils sont nombreux sous sa charge. Et ils sont nombreux qui ont rang de ministre dans le cabinet du président de la République.
Même le directeur du cabinet, il a un rang, je crois, de ministre d'État, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça, on n'a pas créé. Deuxième chose importante, madame. Quand le président donne l'importance à une structure quelconque, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, il met du relief, de la hauteur dans ce service. C'est ce que ça signifie. Quand vous élevez, c'est comme par exemple quand le président prend un ministère, il amène au rang du ministre d'État. Ou bien il amène un ministère au rang de vice-premier ministre. N'est-ce pas, madame? Ça signifie qu'une bonne part de sa politique est fondée sur ce ministère. Ça devient une priorité. C'est ce que ça signifie, au fait. Quand on prend le ministère de l'Intérieur, on le met au rang de vice-primature, ça veut dire que l'Intérieur devient une priorité du chef. Quand il prend un ministère, comme la jeunesse, c'est un exemple, comme la jeunesse, il le met ministre d'État, ça veut dire qu'il commence à mettre la jeunesse, n'est-ce pas, comme une priorité de sa politique, parmi les priorités de sa politique. C'est ça que ça signifie. Alors quand il prend son chargé de la communication, il l'élève, n'est-ce pas, et il organise le service de communication de la présidence de la République, donc le président comprend maintenant que la communication présidentielle doit prendre du relief pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, les opinions de la présidence de la République. Ça veut dire que les autres Ça n'ont veut pas dire bien encore, travaillé. voici maintenant ma réflexion. Oui. Nous sommes à 3 ans, Et ça sera la fin. ou si vous voulez, à 2 ans de la fin de l'échéance, la fin du mandat du président de la République. Est-ce que le temps n'est-il pas venu aujourd'hui de dévoiler les réalisations du chef de l'État? C'est un exemple. Les réalisations du chef de l'État. Que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas les réalisations du chef Les de autres l'État. n'ont pas bien travaillé. L'équipe- Attention, madame, je ne voudrais pas juger les l'équipe de autres. Tila Vous m'avez Salama posé et une les question autres. claire. Ça veut dire tout simplement qu'il met du relief sur ce service désormais, le service de communication, peut-être pour donner l'essentiel, n'est-ce pas, du bilan du président de la République en termes d'infrastructures et autres. C'est alors qu'il a élevé cela au rang. Parce que regardez la composition. Regardez la composition. Il y a des analystes là-bas, vous avez tous, disons, certaines expertises pour permettre aux chargés de la communication de ramasser l'ensemble, n'est-ce pas, des réflexions, des expertises pour faire une bonne communication. Je crois que c'est le temps Dans pour le président l'équipe, de la là, il République. fallait une forte équipe. Il fallait une forte Et la équipe. réduction du train de vie. là. Pardon? On parle souvent de la réduction du train de vie. Mais écoutez, madame, pourquoi vous Ça, posez c'est- cette question? La République... Parce que vous avez créé Attendez, plus de attendez. 56 Le président de la République a une dotation, fini. madame. Il a une Nicolas dotation. Casali avait dit. Vous ne savez pas les aménagements internes que l'institution président de la République a fait pour ouvrir ce service. Vous ne savez pas. Ok. Et puis ce service n'est pas nouveau. Il a toujours existé. Le problème, c'est qu'on l'a élevé à un autre rang, peut-être pour une mission spéciale du chef de l'État. Voyez-vous? Donc il ne faut pas croire qu'en créant, il y a de l'argent supplémentaire. Non. Il peut faire des aménagements internes au niveau, n'est-ce pas, de la dotation présidentielle, peut-être diminuer l'argent dans ceci, dans cela, pour essayer de renforcer Pour son gonfler service de de l'autre communication. côté. Effectivement. Donc il ne faut pas Merci. toujours croire qu'il y a de l'argent qu'on a donné, ainsi de suite. Merci Joseph Kongolo, merci Eric Bissello, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à l'équipe technique, au coach Doudou Montiri. Madame, Messieurs, bon début de semaine. Nous allons nous retrouver mercredi. Demain, vous serez avec Eddie Kaléa. Au revoir.